le monde, bienvenue à cet autre épisode du rapport Boivin, édition du 4 octobre 2018 pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Toute une semaine, encore une fois, dans l'actualité, ça n'arrête pas. Je suis essoufflée d'ailleurs en arrivant ici dans le studio pour cette quatrième de notre troisième saison. Merci de nous écouter. Merci à tout le monde qui me fait des messages sur différentes plateformes. Ceux qui avaient des plateformes, ben, ont eu leur verdict en début de semaine, évidemment, puisque les élections au Québec, finalement, après 39 jours de campagne, se sont conclues. Vous vous rappellerez que la veille de l'élection, c'est-à-dire du 1er octobre, lundi dernier, les sondeurs et toutes firmes de sondage confondues là, mettaient pas mal nez à nez les libéraux et la coalition Avenir Québec. Et on s'est retrouvés lundi soir très rapidement dans le contexte du déroulement de cette soirée électorale avec les annonces, je pense que c'était TVA en premier, à l'effet que c'était pour être un gouvernement de la coalition Avenir Québec. Et peut-être une dizaine de minutes plus tard, là, genre 8h30 on nous annonçait un gouvernement majoritaire. Finalement, ça aurait été un gouvernement très majoritaire, puisque à la fin de la soirée, la coalition Avenir Québec se retrouvait avec 74 sièges, le Parti libéral avec 32, Québec solidaire avec 10. Et je vous dis ça sans rire, parce que le Parti québécois, lui, se retrouve avec 9 sièges. Imaginez le Parti québécois qui a toujours été, à mon point de vue, condescendant envers Québec solidaire, se retrouve à avoir moins de sièges. C'est possible que quand vous allez entendre cette émission, parce qu'il y a un recomptage qui est demandé dans le comté, je pense, de Gaspé, qui est resté aux libéraux, mais la péquiste était pas très loin derrière et ils vont se battre. C'est pas mal le seul comté là qui ont de l'espoir. Ils vont faire des prières au petit Jésus pour dire « Hey, de grâce, espérons qu'il y a eu plein d'erreurs puis que la péquiste passe en avant du libéral parce que ça leur donnerait 10 sièges et ils se retrouveraient en avant de Québec solidaire à cause du pourcentage de vote. Parlons-en de ce fameux pourcentage de vote, parce que je vais revenir sur chacun des partis et de leurs, comment je pourrais dire, de leurs objectifs à court terme, moyen terme, long terme. En termes de taux de participation, d'une déception absolument incroyable, le directeur général des élections du Québec, Pierre Reid, en revient tout simplement pas. Ils ont quand même dépensé 3,8 millions de dollars, le bureau du directeur général des élections du Québec. D'ailleurs, c'est probablement eux autres qui ont dépensé le plus en matière de publicité. Je serais surprise de voir un des partis les accoter pour essayer d'encourager les gens à voter. Et avec tout ça, on se retrouve, je pense, avec un des pires scores en 91 ans, 66 %. Ça veut dire qu'il y en a 34 % de vous autres, là, qui n'ont pas été votés. Moi, je suis allée voter, alors je peux vous parler de long en large de cette élection-là parce que j'ai fait mon devoir de citoyenne. Et je dis bien devoir de citoyenne parce que les excuses genre « Ah, ben ils sont tous pareils. Ah, ben on change 4,30 sous pour une pièce. Ah, c'est si mon vote sera pas compté. » On a un système électoral qui peut-être, oui, effectivement, chambranlant parce que, entre autres, à part le PLQ, là, qui se retrouve avec pratiquement une égalité entre le pourcentage qu'il a obtenu et le nombre de sièges qu'il représente à l'Assemblée nationale, tous les autres se retrouvent soit en dessous de ce qu'ils auraient dû avoir ou bien au-dessus de ce qu'ils ont eu. Entre autres, la CAQ, par exemple, qui se retrouve avec 74 sièges sur 125, alors qu'ils ont eu 37 % du vote. C'est un plus 46 sièges, ça. Tandis que Québec solidaire et le Parti québécois, avec leurs 16 %, 17 % respectifs, se seraient retrouvés avec 20 sièges pour Québec solidaire et 21 pour le Parti québécois si on avait un système de représentation proportionnel. C'est-à-dire, on compte tous les votes et on donne le pourcentage afférent. Je vous fais une parenthèse, François Legault, dès le lendemain, parce que François Legault, le premier ministre élu, s'est fait poser la question. Il avait signé un pacte avec le Parti québécois et Québec solidaire à l'effet
qu'on réformerait le système électoral, on procéderait à mettre en place un nouveau système électoral. On lui a posé la question le lendemain au niveau des médias et il a dit que dans la première année de son mandat, la Coalition Avenir Québec déposerait un projet de loi réformant le système électoral. Je vais donner la chance aux coureurs. J'ai déjà entendu ça avant, juste l'autre bord de la rivière, si vous vous souvenez d'un certain Justin Trudeau qui s'est fait élire en promettant la main sur le cœur, la main sur la Bible probablement aussi, à l'effet que c'était pour être sa dernière élection, la dernière élection canadienne sous cette forme électorale, c'est-à-dire le premier qui arrive à la ligne d'arrivée est le gagnant. Et il s'est empressé quelques mois plus tard à reculer. D'ailleurs, quand on regarde son 30 quelques pourcentage d'appui populaire à Justin Trudeau et son nombre de sièges où il est extrêmement majoritaire lui aussi, j'ai comme l'impression que des fois l'intérêt est un petit peu moins là. En tout cas, comme j'ai dit, je donne la chance aux coureurs. On verra bien avec M. Legault à ce niveau-là. Les jeunes, pourtant, c'était cute, hein, parce que je vous fais une autre petite parenthèse. C'était une nouveauté du côté d'élection du bureau du directeur général des élections. On permettait aux jeunes, puis je parle de très jeunes, là, qui accompagnaient leurs parents de voter. Il y avait leur urne, eux autres aussi, puis leur petit bulletin de vote. Et si ça avait été les jeunes en bas de l'âge légal de voter qui avaient eu raison, c'est Québec solidaire qui finissait en premier. Ce qui faisait dire à mon réalisateur que attendez de voir dans quelques années ce que ça va nous donner comme gouvernement. Il a peut-être raison, en tout cas, à suivre. Je vais aller peut-être un peu dans le désordre. C'est une belle victoire pour Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois. On dit que Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un peu l'âme organisationnelle de Québec solidaire. C'est un jeune dégourdi qui savait comment faire ça au niveau du printemps dans les écoles, dans les universités puis les cégeps, les carrés rouges, c'était tout un organisateur. Il a transposé ça aussi à Québec solidaire. Manon Massé a surpris agréablement la plupart des commentateurs. C'est sûr que leur plateforme à Québec solidaire était peut-être un petit peu moins scrutée à la loupe, malgré qu'avec les attaques frontales dont elle a fait l'objet de la part du Parti québécois. Et quand je vous dis que les partis le savent un peu, ce qui s'en vient, surtout au niveau de la tête, au niveau organisationnel, en haut, on le sentait du côté du Parti québécois qu'on plantait. Et c'est pour ça qu'on tentait de planter Manon Massé pour essayer d'enlever un peu de sa crédibilité, mais trop peu, trop tard. Elle avait déjà bien assis son sérieux et son calme et la sympathie, le courant de sympathie qui promenait entre elle et les électeurs québécois. D'ailleurs, maintenant, Québec solidaire, on peut plus dire que c'est juste un parti du plateau Mont-Royal de Montréal. C'est vraiment un parti qui a un siège, imaginez, à Sherbrooke. Celle-là, je l'aurais pas vu venir. Et à Québec, à la ville de Québec. Alors ça, ils sont allés chercher le siège anciennement tenu par Agnès Maltais, qui était une institution pour le Parti québécois. Ce qui me fait dire qu'Agnès Maltais portait une grosse partie du Parti québécois sur ses épaules dans le coin de Québec, parce que même quand il y avait des vagues de peu importe, elle résistait, et je pense que le Parti québécois va manquer ce type de personnes. Ceci étant, c'est quand même intéressant, on verra. Le Québec solidaire se dit l'opposition officielle. Je pense que c'est parce que le Parti libéral du Québec va se chercher pour quelques années. Vont chercher un chef. Là, sont en course pour de l'intérimaire. Et croyez-le ou non, là, mais le docteur Barrette, qu'on n'a pratiquement pas vu en campagne électorale parce qu'il est un peu la cause de la débandade libérale avec tout ce qui s'est passé en matière de santé, ben là, il ressort son côté pitbull. Il est intéressé par l'intérim. L'intérim, ça veut dire qu'il n'a pas l'intention de devenir chef à temps complet là, par la suite. C'est juste en attendant l'élection d'un nouveau chef parce que M. Couillard a annoncé quelques minutes avant que j'arrive en studio le fait qu'il était pour se retirer.
non seulement de son rôle de chef de parti, mais aussi de son rôle de député de Roberval. Alors, il y aura une élection complémentaire et on verra peut-être que la CAQ ira chercher quelqu'un d'autre ou peut-être qu'on donnerait quelque chose à Québec solidaire pour augmenter, creuser l'écart avec le PQ. En tout cas, le Parti libéral va chercher, on saura revenir dans les prochaines semaines là, sur la course au leadership libéral, mais les enjeux sont énormes. Le Parti libéral va se chercher. M. Couillard est sorti en parlant surtout des minorités. J'ai comme l'impression que le Parti libéral du Québec va se draper du drapeau des communautés culturelles pour essayer de... Je suis pas sûre que c'est une bonne stratégie, mais on saura y revenir. Mais il n'y a pas plus grand défi qu'au Parti québécois. Parce que si Québec solidaire prend la place du Parti québécois comme parti souverainiste, est parti de la gauche, de la social-démocratie, je ne sais plus quelle place qui va rester au Parti québécois. Ça aussi, on aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines parce qu'il y aura aussi une course à la chefferie et ce qu'il faut qu'ils évitent au Parti québécois, c'est un couronnement. Mais s'ils ont la même attitude qu'une certaine candidate dans la région, Mme Nadeau, pour ne pas la nommer, et certains membres des exécutifs, à l'effet que c'est la faute des électeurs qui ne savent pas voter, puis de Québec solidaire, qui est une créature d'un complot fédéraliste. En tout cas, j'en lis de toutes les sortes. C'est pas comme ça que tu renouvelles un parti, puis c'est pas comme ça que tu fais face à la réalité et que tu rebondis plus fort dans l'avenir. Alors ça, c'est des choses qu'il faudra voir. Pour François Legault, il y a des choses extrêmement importantes à venir. Évidemment, la composition de son cabinet, il y a du choix. Nous, dans la région, c'est absolument extraordinaire. Écoutez, il faut quand même que je vous parle un peu de ça. C'est cette victoire historique d'un autre parti que le Parti libéral du Québec dans la région, pas seulement dans un comté, pas seulement dans 2 comtés, mais dans 3 comtés, une majorité de comtés, dont celui-ci où j'enregistre, c'est-à-dire à TVC Basse-Lièvre, le comté de Papineau d'Alexandre Iraca, qui est passé aux mains de Mathieu Lacombe, qui est une vedette montante pour la coalition Avenir Québec. Robert Bussière, qui est allé gagner ce comté qui appartenait à la ministre responsable de la région. Imaginez, même s'il ne se représentait pas à cette élection-ci, Robert Bussière, un ancien maire de Wakefield, de la pêche, préfet de la MRC du coin. Lui aussi, ça va être une vedette pour la coalition Avenir Québec qui donne du sérieux au niveau municipal et des régions. Et le jeune Mathieu Lévesque dans mon comté à moi, Chapleau. Alors, moi, je vous l'avais prédit en passant, hein, faut bien se vanter un tout petit peu. Je vous avais dit un gouvernement majoritaire de la CAQ et à tout le moins un siège, et j'avais même dit pendant l'émission que je ne serais pas surprise de voir et Gatineau et Chapleau à ce niveau-là. Ceci étant, les défis sont énormes. Il va falloir que M. Legault gère bien son caucus. Il va falloir que M. Legault tienne parole sur certaines choses. Le temps file avant la première pause, puis j'ai encore tellement de choses à dire sur le sujet, mais je veux revenir sur la question de l'identité, parce que M. Legault a été fidèle à lui-même, pas de niaisage, et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils vont gérer et c'est comme ça qu'ils vont se maintenir à la tête de la province pour encore un bout de temps, d'après moi. Alors, on va faire une courte pause et on revient. Merci! Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, tout est possible pour les enfants amputés. Des membres artificiels, des ressources, des séminaires, du soutien moral, notre attitude positive. Tout ça nous vient de l'association. Grâce à votre appui, l'Association des amputés de guerre change la vie des enfants amputés tous les jours. Merci! Un dernier petit mot en revenant concernant l'élection au Québec lundi dernier. Il y a toute la question de l'identité religieuse, des signes qui vont être interdits et la CAQ a envoyé son message très clairement. Il y a un projet de loi qui va être déposé rapidement pour interdire à toute personne en autorité, comme un policier, comme certains fonctionnaires qui ont à traiter avec
avec les citoyens. Alors, ces gens-là, ça va être impossible de porter un signe ostentatoire. Je parle pas d'une petite minuscule croix là, que tu dois prendre une loupe pour essayer de voir, mais on parle de juges aussi. Ça restera à voir, la mécanique. Et du côté de la Coalition Avenir Québec, on n'enlève pas la possibilité d'utiliser la clause dérogatoire pour dire que malgré la liberté de conscience, de religion, au Québec, on veut une neutralité religieuse pour les postes en autorité. Et je pense qu'une très grande majorité des Québécois et des Québécoises sont d'accord avec cette position-là. Moi, je dis chapeau à la CAQ pour ça, parce que on traîne ce débat-là depuis tellement longtemps. Alors, j'espère juste qu'ils vont bien consulter au niveau juridique pour être sûr que leur projet de loi, là, s'en va pas traîner devant les tribunaux pendant des décennies, juste pour finalement arriver bien plus tard avec une solution à ce dossier-là. Je pense que c'est strictement pour... C'est comme en matière de justice. On veut que la justice, on veut pas que quelqu'un, on pense qu'il est biaisé à notre égard à cause de telle chose. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'est pas un problème, il n'y en a pas de policier avec un hijab ou... Là n'est pas la question. Des fois, c'est mieux de mettre les règles très claires. En tout cas, ça sera à suivre. Le premier ministre Trudeau s'est mêlé de ça. Il devrait se taire puis attendre de voir de quoi il va s'agir. C'est pas parce qu'on veut justement que les choses soient neutres qu'on est anti quelque chose et anti quelqu'un. En tout cas, alors le plus rapidement qu'ils le feront, qu'ils prendront ces mesures qui risquent peut-être d'être impopulaires avec certains groupes d'individus, moi je pense le plus vite ils vont passer aux plus belles histoires qu'ils auront à développer à travers leur mandat. Comme j'ai dit, on aura l'occasion de revenir sur le gouvernement de François Legault. J'ai hâte de voir la composition de son premier cabinet, qui, soit dit en passant, devrait être paritaire. Et moi, je persiste et je le dis encore, ici, sur cette tribune, j'aimerais ça qu'on ait, M. Legault et toute votre équipe, 2 ministres en Outaouais. Je sais qu'on a élu 3 caquistes, mais 3 caquistes en Outaouais, là, ça vaut une tonne de caquistes dans certaines autres régions, comme entre autres la belle ville de Québec, parce que c'est tout un exploit. Alors, les libéraux, on avait 2 ministres avec eux, puis il ne se passait pas grand-chose. Là, ça serait intéressant de voir la possibilité de voir 2 ministres solides dans le gouvernement de François Legault. C'est vrai qu'il y a bien du monde d'élus, alors il faut faire une juste part dans toutes les régions, hommes, femmes, etc. Mais en tout cas, ça reste à voir. Moi, je vais simplement vous dire que je pense que Mathieu Lacombe et M. Bussière devraient accéder au Conseil des ministres. La veille de l'élection, à minuit moins 1, grosse entente qui vient remplacer l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord, l'ALENA. Vous vous rappelez, Trump, depuis sa campagne électorale, dit que c'est la pire entente qui a jamais été négociée, que le Canada et le Mexique ont le gros bout du bâton, comme si quelqu'un pouvait avoir le gros bout du bâton contre les Américains, faites-moi rire, là, et qu'il était pour mettre un terme à tout ça si les 2 pays en question, le Mexique et le Canada, se mettaient pas à genoux puis faire droit à toutes les demandes de Donald Trump. C'était pas évident. On a eu beaucoup d'ultimatums. Il y en avait un qui était celui du 1er octobre qui arrivait à minuit dimanche soir, veille de l'élection provinciale ici au Québec. Et finalement, on s'est fait annoncer par Justin Trudeau et sa ministre Chrystia Freeland, la ministre des Affaires du globe, là, en tout cas mondiale, qu'il y avait une entente d'intervenus. Oui, on a fait des concessions du côté libéral à la gestion de l'offre. On l'avait déjà fait avec le traité avec l'Union européenne. Ça va crier au meurtre que, c'est encore les fermiers, les producteurs de lait, de volailles qui vont se faire maganer avec tout ça. Par contre, il y aura des compensations qui vont être offertes à nos fermiers et nos producteurs en semblable matière. Il y avait d'autres défis. Moi, je finis toujours par dire, c'est qui va payer en bout de compte pour ouvrir le marché aux Américains, le marché québécois, le marché canadien aux Américains? Ça va être nous. Même si on nous fait croire, ceux qui sont des tenants
d'abolir ça, la gestion de l'offre. Si vous voulez voir la fin de toutes les fermes, passe encore pour ouvrir le marché puis dire, hey, libre marché, c'est sûr que c'est le plus fort qui écrase le plus petit. Fait qu'on va arrêter de se dire des niaiseries. Et c'est sûr que nos gouvernements vont être appelés à compenser ces gens-là. Alors, quand on dit nos gouvernements vont être appelés à compenser, ça devrait vous allumer une lumière. C'est pas le gouvernement qui compense, c'est nous qui compensons. Fait que même si on achèterait à peine de lait le 2 litres à 2 piastres et quart au lieu de... ben on va payer une différence, ça va venir de nos poches pareil. Alors, quelque part, je pense que tout traité en matière économique, puis je suis pas une anti-traité, mais il faut être réaliste. On laisse un peu de notre souveraineté. On a même accepté dans ce nouveau traité qui s'appelle le AEUMC, vous essayerez de vous rappeler de ça, donc l'accord États-Unis, Mexique, Canada, remarquez qu'on est en dernier dans la nomenclature. Il y a un article qui dit que le Canada, s'il veut aller faire affaire avec d'autres marchés qui ne sont pas à l'intérieur des marchés actuels nécessairement des 3 pays, et dans le fond, tout le monde sait qu'on cible la Chine, bien qu'il va falloir obtenir l'accord des Américains. Imaginez, il va falloir aller chercher l'accord de Donald Trump pour faire des affaires avec, entre autres, la Chine. Ça risque de nous lier un peu les mains. D'un autre côté, si tu veux faire affaire, si tu veux être mon ami, puis moi, je suis ennemi avec quelqu'un, j'haïs quelqu'un pour mourir, puis tu deviens ami avec cette personne-là, on va peut-être avoir un petit problème avec toi. Alors, c'est un peu ça qui se passe. Les tarifs sur l'acier, l'aluminium, ça n'a pas été encore réglé, ces histoires-là. On a maintenu les mécanismes d'arbitrage. En tout cas, on n'a pas encore une pleine idée de tout ce que le gouvernement de Justin Trudeau a pu mettre de côté pour atteindre cette entente-là. Mais la vraie question, c'était, est-ce qu'on pouvait se permettre de ne pas avoir une entente avec les États-Unis et le Mexique? Je suis pas convaincue, parce que nos deux marchés sont tellement imbriqués les uns dans les autres. Je parlais de madame à l'épicerie l'autre jour qui était là, « Hey, moi, j'achète du Petit Québec, parce que du Petit Québec, c'est nous autres. » J'ai dit, « Regardez comme faut votre étiquette, parce que le Petit Québec, c'est fait par Kraft. » Puis Kraft, puis Heinz, là, qui sont ensemble, c'est une compagnie qui est ensemble, ben c'est elle qui fait le Petit Québec. Alors, quelque part, vous saurez me dire que c'est très québécois. Il ne faut pas se fier nécessairement juste aux mots. Alors, il y a bien des choses, des produits qu'on utilise déjà qui ne proviennent pas nécessairement d'ici et on serait estomaqué de le savoir. On saura y revenir aussi. L'après-tornade, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous disais, on était en train de discuter de solutions pour les étudiants de l'école secondaire Mont-Bleu, que la solution serait d'aller à l'école secondaire de Lille. Et j'ai dit, mon souhait à moi, c'était que les étudiants, le personnel enseignant, le personnel de direction de l'école secondaire de Lille accueillent ces jeunes de l'école secondaire Mont-Bleu qui, pour certains, ont vu tout disparaître. Leur maison, maintenant leur école, c'est pas nécessairement évident. Puis, je comptais parce que je me disais, écoute, avant tout, on est des humains, puis dans la tragédie, c'est souvent là qu'on voit le meilleur, mais j'avais oublié que c'est souvent là aussi qu'on voit le pire. Et il y a eu toutes sortes de manifestations. Est-ce que c'est la commission scolaire qui a mal vendu sa salade? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment consulté? Est-ce qu'on n'a pas, sans consulter, des fois, juste informé avant que ça devienne public puis que les gens voient quelque chose qui vienne changer? Parce que ce qui va arriver, c'est que les étudiants du Mont-Bleu qui vont être à Delisle vont avoir un horaire de 8h25 à 12h49 et ceux de Lille vont passer de 1h10 à 17h34. Pour certains, ça défait beaucoup leur vie. Il y en a qui travaillent, il y en a qu'il fallait qu'à garder leur petit frère, leur petite sœur. C'est pas nécessairement évident. Il y a eu des soirées avec les parents, dont une, entre autres, hier soir, mercredi, parce qu'on enregistre le jeudi 4 octobre. Et ben là, il y a des politiciens au niveau provincial et fédéral qui se sont levés, Maryse Gaudreault, Greg Fergus, qui ont senti là, que ça bardait dans la foule et qui ont dit on va aller regarder du côté du centre Asticou qui appartient au fédéral, mais qui va faire en sorte qu'il y a peut-être 600 fonctionnaires qui vont être aussi déplacés. Enfin bref, j'en ai surtout contre l'attitude, les espèces, les pages Facebook réellement pas sympathiques où on encourage quasiment le monde à aller donner de la misère à ces petits jeunes-là de l'école secondaire Mont-Bleu qui sont toujours sans école au moment où on se parle et qui n'ont pas commencé ou n'ont pas repris les classes.
me sentirais pas ben grosse pour aller commencer mes classes dans une autre école avec une attitude comme celle-là. Et ça m'a énormément, mais énormément désappointée. Encore plus que les jeunes qui sont désappointés du fait que la direction ne les ait pas plus consultés. Je voulais vous parler du taux de diplomation de la commission scolaire au cœur des vallées qui dit qu'on aimerait la faire passer de 64,7 à 80 d'ici 2022. Bravo! J'espère qu'on va vous aider du côté de la Coalition Avenir Québec qui veut voir des écoles performantes, qui veut remettre un peu de ce pouvoir. Quand on parle d'enlever les commissions scolaires, c'est pas encore clair ce qui s'en vient du côté de la Coalition Avenir Québec, mais ce que j'ai toujours entendu du côté de M. Legault, c'était qu'on voulait permettre aux régions d'avoir un petit peu plus de mainmise sur la façon de dispenser les cours, la formation, parce qu'on les connaît, nos jeunes, on connaît les besoins de la région. Alors, bravo, je voulais le souligner parce que c'est toute une marche en très peu de temps de passer de 64,7 à 80 %. Je leur souhaite tout le succès nécessaire et d'avoir les façons de garder nos jeunes accrochés au système scolaire. J'ai regardé à la fin de la semaine dernière ce que beaucoup d'entre vous avaient regardé aussi, c'est-à-dire les audiences pour la confirmation de la nomination du juge américain Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis. Tout un spectacle rivé. On a entendu le témoignage de Madame Christine Blasey Ford, qui est celle qui accuse le juge Kavanaugh d'avoir tenté de la violer, de l'agresser sexuellement avec un de ses chums, avec d'autres mondes dans la chambre en question. Il y a peut-être des éléments de son témoignage où elle n'avait pas nécessairement une mémoire parfaite, mais à 100% elle dit qu'elle sait que c'était lui. Même le président Trump disait le lendemain qu'elle avait été très crédible et que c'était touchant comme témoignage. Une semaine plus tard, il rit d'elle dans des rallyes, ce que je trouve épouvantable. Le FBI est en train de faire une enquête, mais entre guillemets, pas vraiment une enquête en profondeur. Ce qui fait que, à moins qu'il y ait des républicains, parce qu'ils contrôlent le Sénat à 61-59, à moins qu'il y ait des républicains qui se réveillent pour dire que dans le doute, je dis pas qu'il est coupable, M. Kavanaugh, le juge Kavanaugh, je dis pas que Madame a 100% raison, je ne le sais pas. Et comme bien d'autres mondes, on pense que dans le doute, on devrait s'abstenir de nommer quelqu'un au plus haut tribunal. Mais ce seront les Américains qui auront à vivre avec cette décision hautement politique. Du côté de la ville de Gatineau, l'histoire du hockey dans les rues, là, qu'il n'y en aura pas pour les jeunes, demandez-vous pas pourquoi les jeunes ne sont pas en forme. D'un autre côté, il faut regarder nos rues, ne sont pas toutes propices à jouer au hockey dans la rue. J'ai plus de temps, alors je vous dis bonne semaine, Boivin dit plus rien.